Bienvenue dans cette rediffusion de podcast Entrepreneurs présenté par Soumission Rénovation. Dans cet épisode, nous abordons un sujet passionnant. Comment innover la consultation dans le domaine de la rénovation? Notre invité, Louis Parent, président fondateur de BuildThink, nous partage son expertise unique et son expérience riche dans l'industrie de la construction. Avec des méthodes innovantes et des solutions concrètes, il nous montre comment transformer un secteur qui est souvent perçu comme étant figé dans le temps vers un véritable modèle d'efficacité et de collaboration. Que vous soyez un entrepreneur, un consultant ou simplement intéressé par les défis de l'innovation dans la construction, cet épisode est fait pour vous. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, c'est Manef comme d'habitude pour un nouvel épisode de Podcast Entrepreneur présenté par Soumission Rénovation. Aujourd'hui, le sujet, on va parler un peu du monde des consultants en construction, des consultants soit en construction ou généralement dans d'autres domaines. Et pour ce projet-là, pour ce sujet plutôt, notre invité d'aujourd'hui est Monsieur Louis Parent. C'est le président fondateur de l'entreprise BuildThink. Vous allez bien? Oui, bonjour, merci. Ça va super, ça fait un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Avant de commencer à parler vraiment de ce que vous faites en détail, j'aimerais bien que vous vous présentez, parler un peu de ce que vous avez fait auparavant, ce que vous faites aujourd'hui, ce qui a fait en sorte que vous faites du consulting. Oui, excellent. Alors, oui, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis ingénieur de formation. J'ai gradué de l'ETS en génie de la construction. J'ai fait mon MBA à l'Université de l'Alberta. J'ai été 6 ans en Alberta à travailler sur des projets de sable bitumineux. Quand j'ai débuté ma carrière, je fais beaucoup de travaux civils sur des aéroports, fait que j'ai touché ce côté-là. Et j'ai été recruté par une compagnie qui faisait la structure d'acier. On était un des plus importants fabricants au Canada. Et puis, ça m'a amené, je dis souvent, j'ai été chanceux dans ma carrière, ça m'a amené à faire des stades, ça m'a amené à faire des gratte-ciels, beaucoup de projets industriels lourds un peu partout en Amérique du Nord, ce qui nous a amené à être 6 ans en Alberta d'un projet de sable bitumineux. Lorsque je suis revenu au Québec, j'ai été actionnaire d'une entreprise de construction. J'ai 3 filles, il fallait revenir au Québec pour dire, est-ce qu'on devient albertain pour toujours ou on devient québécois? On a décidé de revenir au Québec. Et puis, à ce moment-là, on a fait des condos, on a fait des résidences personnes âgées, beaucoup de projets de villégiature, des hôtels. J'ai fait ça pendant environ 2 ans. J'ai revendu mes parts et puis j'ai été recruté par une compagnie qui faisait des parcs aquatiques. Alors, un peu différent, mais on faisait quand même 800 projets par année dans 45 pays différents, du petit projet jusqu'à du gros projet, là, des bateaux de croisière, des projets pour Disney, etc. Et puis, j'étais vice-président des opérations. Alors, je m'occupais de tout ce qui était ingénierie, dessin, tout ce qui était la gestion de projet, le côté manufacturier, puis le côté installation. Et après 3 ans, j'avais fait un peu le tour du potager, comme on dit. Et j'avais déjà goûté à être à mon compte, fait que j'ai décidé de me relancer. Et puis, le côté entrepreneur général ne m'intéressait pas, dans le sens que je considérais que je m'étais assez chicané dans ma vie. Et j'aimais mieux faire partie de la solution que du problème. Oui, je comprends. Alors, j'ai lancé en 2018 BuildThink. Le but est vraiment de transformer l'industrie de la construction, faire en sorte qu'on collabore mieux, qu'on soit plus efficace, qu'on soit plus productif. Et aussi, il y a un côté technologique aussi pour aligner des technologies là, dans la bonne technologie pour les bonnes raisons. Et fait que c'est un peu comme ça que mon parcours a fait en sorte que, ayant touché à beaucoup de choses dans le domaine de la construction, je voyais qu'il y avait vraiment un manquement là, pour justement accompagner les industries, les entreprises qui œuvrent dans le domaine de la construction. Là, autant entrepreneurs généraux spécialisés, les entrepreneurs, certains professionnels, bureaux d'architecture, de génie. Okay. Ensuite de ça, les développeurs immobiliers. Et puis finalement, du côté manufacturier, mais encore là, qui s'adresse à l'industrie de la construction. Excellent, c'est vraiment spécial. On va dire que vous avez touché plein de choses différentes. Oui. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte que vous choisissez votre spécialisation et que vous vous dites, OK, je vais aller dans le domaine de la construction, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je trouve que c'est un peu cohérent avec votre vision. Souvent, ce que nos clients nous font comme plus beau commentaire, c'est qu'ils nous disent, vous comprenez bien notre réalité. Et en comprenant bien la réalité, on est capable d'amener vraiment de la valeur dans nos recommandations puis dans notre accompagnement. Fait que c'est ça qui est intéressant, dans le sens qu'on n'est pas des généralistes, on connaît bien l'industrie, puis à partir de là, on est capable de bien suivre leur processus. Là. Dans le fond,
c'est général, mais comment connaître la vraie réalité d'un client? Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est les années d'expérience. Fait que, dans le sens que faut avoir mis des bottes de construction et puis il faut avoir été dans les tranchées et puis à partir de là, bien reconnaître toutes les particularités. C'est une industrie qui est très conservatrice. C'est une industrie qui innove peu. Ce qui fait en sorte qu'il faut l'avoir vécu pour justement pouvoir reconnaître là, tous les délais qu'il peut avoir dans la planification, les budgets qui sont dépassés, la qualité qui n'est pas toujours là, des déficiences, etc. Fait qu'il faut bien connaître le vocabulaire, bien reconnaître comment que les choses se passent. Puis pour nous, c'est vraiment un des critères lorsqu'on fait de l'embauche. C'est de dire, as-tu déjà été sur un chantier de construction? C'est quoi ton background? Et puis, on va chercher justement des gens qui sont capables de bien reconnaître là, la réalité des entrepreneurs puis la réalité de c'est quoi un projet de construction. Est-ce que vous êtes en contact avec les clients pour les projets? Du côté développeur immobilier, oui. Souvent, les clients vont de plus en plus, on le voit, vont exiger ce qu'on dit des méthodes lean. Fait que, est-ce qu'on peut faire du lean construction? Est-ce qu'on peut faire de la planification collaborative? Est-ce qu'on peut éliminer des gaspillages, etc.? Et puis là, par ricochet, ces entreprises-là là, ont déjà vu ces méthodologies-là ailleurs dans le monde ou ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Okay. Puis là, à partir de là, ils disent « OK, on est vraiment intéressé. » Et puis, l'entrepreneur général doit se conformer à certaines des exigences. Fait qu'on le voit surtout sur des gros projets, mais il y a tout encore une éducation à faire là, de qu'est-ce que c'est du lean construction, qu'est-ce que c'est que d'amener cette valeur-là. Là. Le Lean, parce que là, il y a pas longtemps, j'ai lu un livre, ça s'appelle The Lean Startup. Oui. Est-ce que on parle de la même méthode Lean? Oui, The Validated Learning. Exactement. Okay. Tous les principes du Lean viennent à peu près de la même chose. Beaucoup de la méthode Toyota, le Toyota Production System. Il y a beaucoup, nous, on fait un rattachement aussi avec le Six Sigma qui vient surtout de Motorola. Et puis, le but, un chantier de construction, c'est pas une usine. Alors, souvent, les méthodes Lean, on fait du Lean Manufacturing, on fait du Lean Management. Ces méthodologies-là sont bien connues, les outils sont bien connus. Ils sont utilisés dans toutes les industries dans le monde, dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, la logistique, etc. Lorsqu'on vient à la construction, il y a une adaptabilité. Puis c'est là où notre expérience vient bien aider les entreprises parce que un chantier, normalement, on le fait une fois. Puis même si on dit, on va construire le même bâtiment 2 puis 3 fois, la réalité, c'est que les sols peuvent être différentes. On peut changer les portes, les fenêtres, les couleurs, etc. Ça ne sera jamais pareil. Ça ne sera jamais pareil. Bien souvent, les intervenants sont différents. Même si je fais toujours affaire avec l'entrepreneur, le même entrepreneur spécialisé, ça ne veut pas dire que je vais avoir le même contremaître sur le chantier. Les municipalités, il y a des règlements, on est réglementé par toutes sortes de codes, de normes. Fait que même si on dit qu'un projet peut être pareil, bien souvent, il est complètement différent. Puis c'est là où les méthodes Lean, on doit travailler autant sur l'organisation, comment on peut faire en sorte que l'organisation en soi soit plus efficace, et à partir de là, transpirer ces informations-là au chantier. Fait qu'il y a comme un double étape. Puis, le but, c'est d'amener de la valeur au client. Mais le client, souvent, c'est celui qui paye pour le bâtiment, paye pour la rénovation, paye pour la construction, celui à qui on va remettre les clés à la fin. Mais il y a le client aussi à l'interne. Alors, si je fais un estimé, moi, mon estimé doit servir au gérant de projet qui va s'occuper des budgets. Le budget doit servir, puis le chargé de projet, par exemple, doit faire un échéancier. L'échéancier doit être utilisé pour le chantier, doit être utilisé pour le contremaître ou le surintendant. Les informations qui viennent du chantier, que ce soit pour les payes ou la facturation, doivent être transférées à la comptabilité. Fait que le client externe, il y a le client interne aussi. Puis, fait que nous, on essaye aussi de créer cette valeur-là à l'interne pour faire en sorte que les processus soient plus clairs, définir les rôles, s'assurer qu'on va amener de la valeur. Le but, c'est de simplifier les processus et non pas les complexifier. Ouais. Et puis, fait que c'est là où on va intervenir d'un côté organisationnel, si on veut. Puis souvent, on va aider les chantiers beaucoup plus dans la planification collaborative, faire en sorte que toutes les parties prenantes là, puissent arriver à atteindre les objectifs selon les délais qui sont requis là, dans un projet, tout en éliminant les gaspillages là, qui sont les mêmes
il y a 8 gaspillages en ligne, ben c'est les mêmes 8 gaspillages en construction, mais il faut avoir des lunettes de construction pour les voir. Waouh, je comprends. J'imagine que pour ça, vous utilisez des méthodes spécifiques. Est-ce qu'il y a une méthode de travail que vous pouvez répliquer pour chaque projet? Oui, ben nous, on a basé encore là sur le Lean, on a fait, c'est un processus en 5 étapes. Alors, c'est très, très, très simple. Un, c'est de déterminer c'est quoi cette valeur dans l'optique du client, le client à l'interne et à l'externe. La deuxième chose qu'on fait, c'est des cartographies. Fait qu'on fait des cartographies opérationnelles. On dit à partir du moment que le client nous appelle, c'est qui a cet appel-là. Puis à partir de là, c'est quoi tout le processus jusqu'à temps qu'on livre les clés. Okay. Alors, on va faire des estimés, on va demander des prix, on va gagner le projet. Fait qu'on crée un contrat, on va donner des contrats à des fournisseurs, des entrepreneurs spécialisés si je suis un entrepreneur général. Ensuite de ça, il va y avoir des dessins, il va y avoir de l'acceptation des dessins d'atelier, etc. Alors, tout ce processus-là, on mobilise sur un chantier, c'est quoi les étapes du chantier, fait qu'on va vraiment tout cartographier. Décortiquer toutes les étapes. Okay. Puis très souvent, c'est là qu'on découvre que c'est un gros mélange de spaghettis qui n'est pas clair pour personne. Et puis, souvent, on fait intervenir plusieurs personnes dans l'entreprise, ce qui fait en sorte qu'on veut vraiment aller rechercher là, la réalité opérationnelle. Comme qui? L'intégration de ces personnes, en fait, l'avis que vous recherchez? Oui, fait que souvent, par exemple, si on fait de la gestion de projet, puis il y a plusieurs chargés de projet, et puis un directeur de projet, on ne voudra pas avoir simplement la vision du directeur de projet. On va aller chercher des chargés de projet, on va même aller chercher des surintendants, des contremaîtres, parce que souvent, c'est eux qui vont vivre avec la réalité de la gestion du projet. Fait qu'on il y a souvent un peu d'astinage lorsqu'on fait la cartographie, mais le but, c'est de ressortir justement cette réalité que oui, on pourrait être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif si on simplifiait puis on arrangeait les tâches en fonction de tous et chacun. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, ben, à partir de là, il y a 8 types de gaspillage, comme je disais tout à l'heure. Fait que les 8 gaspillages, toutes les entreprises les ont. Alors, c'est de les voir. À partir de là, ben, est-ce qu'on peut les éliminer? Est-ce qu'on peut amener de la technologie pour automatiser certains gaspillages? Fait qu'on va essayer d'éliminer si on peut, sinon de simplifier les processus pour diminuer souvent ce qu'on appelle le pourcentage d'activité à non-valeur ajoutée. OK. Fait qu'on veut vraiment réduire ça. Fait que, petite statistique assez intéressante, il y a 57% d'activité à non-valeur ajoutée sur un projet de construction. 57. Alors, c'est énorme. Alors, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Fait que souvent, je dis, si on pourrait améliorer notre efficacité, notre productivité de 5-10%, ben ça ferait un énorme potentiel de personnes qui deviennent disponibles. On parle de 320 000 nouveaux travailleurs qui sont requis dans l'industrie de la construction au Canada. Si on pouvait s'améliorer de 10%, on parle quand même de 32 000 travailleurs. Alors, mais je trouve que 57, c'est énorme. C'est énorme. Puis souvent, ben, on pose la question aux entrepreneurs, est-ce que ça vous parle? Puis malheureusement, oui, ça leur parle. Et puis, lorsqu'on fait l'élimination des 8 gaspillages, ben, souvent, on va faire de l'observation. Puis lorsqu'on fait des observations, ben, on voit que le monde se déplace beaucoup sur un chantier. Ils n'ont pas nécessairement le matériel qui est requis là, au bon moment. Alors, c'est toute cette chaîne-là qu'il faut optimiser. Ce qui m'amène à la quatrième étape, qui est l'optimisation des processus. À partir de là, on a vu les gaspillages, on a vu la cartographie, comment on fait pour optimiser le flux du projet. Souvent, on va parler en méthode Lean, en flux tiré versus poussé. Mm-hmm. Et puis, à partir de là, ben, on va faire de la planification collaborative avec toutes les parties prenantes. Puis, autre petite statistique, en moyenne, 54% des activités hebdomadaires sont complétées. Donc, si j'ai 10 activités cette semaine, en moyenne, il y en a 5 qui vont se faire. Complétées. Ouais. Malheureusement, encore là, je questionne souvent les entreprises. Est-ce que ça vous parle? Puis ils disent, oui, ça ressemble à notre réalité, ça. Alors, cette planification collaborative, cette amélioration-là des processus, on appelle souvent ça du Last Planner System. Fait que le Last Planner System, c'est du Lean, mais appliqué à l'industrie de la construction. Okay. Puis rapidement, on peut partir de notre 54%, du 85, 90, 95%, très, très, très rapidement. Alors, ça, c'est la cinquième étape. La quatrième étape, pardon. Ouais. Puis la cinquième étape, ben, c'est l'amélioration continue. On ne peut pas tout changer le monde, tout d'une shot. Souvent, les entreprises sont occupées, etc. Fait qu'il faut trouver des ressources puis du temps pour faire ces changements-là au travers de l'organisation puis des projets. Fait que là, c'est vraiment les méthodologies d'amélioration qu'on continue, là. Souvent, la bonne vieille route Deming, Plan, Do, Check, Act. Alors, c'est d'aller chercher ces outils-là et de pouvoir les mettre en place pour graduellement optimiser les processus des entreprises. Insane. J'ai vraiment beaucoup de questions là qui fusionnent. J'ai envie de vous rafaler de questions. Je vais y aller doucement. On va juste faire un step back pour la troisième étape. Oui. Les 8 points de
8 gaspillages. Exactement. Est-ce Oui. que vous pouvez les détailler? Je vais essayer de m'en rappeler par cœur. Normalement, je devrais. J'essaie d'imager un peu Oui. les 8 points. Est-ce que c'est du gaspillage par rapport aux matériaux utilisés? Ben, les principes du gaspillage, encore là, viennent du lean. Fait que souvent, il y a une façon de s'en rappeler, soit Tim Wood ou downtime. Fait que c'est des acronymes pour se rappeler des différents gaspillages. Le premier, c'est les défauts. Alors, c'est tout ce qui est réparation. Je fais souvent la blague, puis c'est pas drôle nécessairement, mais on est la seule industrie dans le monde qui a une liste de déficiences. Donc, à la fin d'un projet, on termine un projet et on va réparer des choses qu'on a faites parce qu'elles ont été mal faites. OK. Maintenant, j'ai assez d'expérience pour pas avoir des lunettes roses. Il va toujours avoir des déficiences, mais est-ce qu'on peut les minimiser? Puis est-ce qu'on peut réparer au fur et à mesure versus attendre à la fin? OK. Alors, le premier, c'est les défauts. Il y a toutes sortes de défauts que vous pouvez penser, imaginer. Là, fait que le premier, c'est défaut. Le deuxième, c'est overproduction ou surutilisation ou surproduction. Alors, la blague que je fais souvent, l'exemple que je donne souvent, c'est l'armature. Souvent, lorsqu'on finit un projet de construction, les barres d'armature, il y a tout un tas d'armature qui reste, alors qu'en général, cette armature-là devrait être mise dans le béton. Ouais. Alors, souvent, on va me dire « Ah oui, mais je n'ai commandé plus au cas où, etc. » Alors, c'est la surproduction. Est-ce qu'on peut enlever cette surproduction? OK. Très souvent, les entrepreneurs ou même les clients vont dire « Ben, tant qu'à y être, on va faire ci, puis tant qu'à y être, on va faire ça. » Ça fait en sorte que bien souvent, on a une montée des coûts parce qu'on a rajouté beaucoup de temps qu'à y être. Alors, c'est un exemple de surproduction. J'ai travaillé, par exemple, dans des aéroports et puis souvent, on demandait le même fini de colonne d'acier, par exemple, dans le bas de la colonne autant qu'en haut de la colonne. Mais lorsqu'une colonne elle a 100 pieds de haut, en bas, on va voir toutes les égratignures, etc. Alors, c'est normal que le fini soit un peu comme une fini de voiture. Mais en haut, à 100 pieds personne va voir d'air, ça, hein. même s'il y aurait une petite graphing, etc., il n'y a personne qui va l'avoir. Fait que c'est cette surproduction-là. Très souvent, les devis qui sont émis vont exiger cette surproduction-là. Fait que OK. ça, c'est le deuxième. Après ça, c'est les délais. Fait que... Oui. Excusez-moi, juste j'ai envie de vous couper par rapport à ça. L'exemple que vous avez donné pour la surproduction, par exemple, les armatures, l'entrepreneur en a commandé plus pour... On va dire que c'est la marge sécuritaire pour lui, si jamais ça se passe mal. Mais dans le fond, parce que c'est logique aussi d'un point de vue de l'entrepreneur qui puisse prendre ces mesures-là, parce que peut-être il a rencontré plusieurs problèmes liés aux armatures, par exemple, mais vous qualifiez ça de surproduction. Oui, donc, comment on atteint le juste milieu entre... C'est une bonne question, puis ça amène à l'autre gaspillage qui est les inventaires. Alors, les inventaires est un des 8 gaspillages. Manquer de matériel est un gaspillage. Ça occasionne des délais qui est un des 8 gaspillages aussi. Avoir trop de matériel aussi ça vient affecter les marges des entreprises. Bien souvent, là, on se met à déplacer de l'inventaire d'un endroit à l'autre, qui est du transport, qui est un autre gaspillage, qui est le transport. Alors, il y a un juste équilibre, puis tu as très raison, il y a vraiment un juste équilibre à avoir entre trop d'inventaire puis pas assez d'inventaire. Après la pénurie de main-d'œuvre, il y avait vraiment une pénurie de matériaux. Valait mieux avoir plus d'inventaire que pas assez. Puis il y a quelqu'un qui m'a déjà challengé en disant « Oui, mais ça marche pas ton affaire parce que là, on a besoin de matériaux, puis si j'ai pas les matériaux, les gens ne pourront pas travailler. » Là, il faut un peu utiliser notre gros bon sens. Et puis, à quelque part, vaut mieux avoir un petit peu plus de matériel pour avoir des gens qui travaillent versus manquer de matériel puis pas en avoir suffisamment. OK, je comprends. Ensuite de ça, je t'ai rendu dans quel... ça, c'est le deuxième point. Surproduction, on était passé au troisième. Oui, le troisième, c'était les délais. Alors, d'attendre après une approbation, d'attendre après du matériel qui n'a pas été livré en temps au chantier, d'attendre après des instructions de travail, d'attendre après l'acceptation d'extra, par exemple, sur des travaux. Alors, tous ces délais occasionnent que les gens attendent après quelque chose. On parle 40% des coûts de main-d'œuvre sont reliés à des délais. Okay. Alors, si je suis capable d'éliminer, puis très souvent, c'est plus un manque de communication que d'autres choses qui occasionne ces délais-là. Alors, le but, c'est vraiment faire en sorte que tout le monde va être aligné dans le projet là, pour éliminer le plus possible là, ces On est d'accord que tous ces points-là, vous vous en occupez. Oui, absolument. Donc, les délais,
c'est à vous de les gérer. Par exemple, les délais entre la livraison du plancher et l'entrepreneur, la date de réception et du commencement de la job, vous gérez tout ça. Ben, nous, non. Nous, ce qu'on gère, c'est de faire en sorte que l'entreprise qui a ces délais-là puisse travailler sur leur processus pour éliminer graduellement ces délais-là. Ah, okay. Alors, on fait un portrait, si on veut, de l'entreprise, de voici comment vous travaillez. Et puis, à partir de là, ben, voici des recommandations, comment vous pourriez être plus efficace, optimiser. Okay. Alors, on n'a pas parlé tout à l'heure, puis j'imagine que ça va être des questions tout à l'heure. Il y a un volet aussi technologique aussi, qui fait en sorte qu'il faut adopter la bonne technologie aussi en fonction des bonnes raisons. Et puis, la technologie va nous aider à automatiser, va nous aider, entre autres, à éliminer certains délais, parce que là, l'information va pouvoir circuler librement d'un endroit à l'autre versus par courriel, par fax et autre chose. J'ai l'impression que cette discussion avec les entrepreneurs devait être un peu délicate à avoir. Parce que j'ai toujours l'impression ou l'idée, préconçue peut-être, que les entrepreneurs, dès qu'ils ont un certain flow, une certaine manière de faire et que ça fonctionne pour eux, ils vont jamais de la vie la changer. Donc ils considèrent que c'est un risque, c'est une perte de temps, vu que ça fonctionne comme ça, je vais juste rester comme ça et c'est tout. Comment vous arrivez à intégrer... C'est une bonne lecture de l'industrie. En effet, une des grandes difficultés, c'est que on est une industrie hyper conservatrice, ce qui fait en sorte que d'essayer des nouvelles choses, c'est un peu difficile. Pendant que j'étais en Alberta, on était en pleine pénurie de main-d'œuvre, puis on a commencé à adopter les méthodes du Lean parce qu'on ne pouvait pas continuer à travailler comme ça. Fait que souvent, ce que je dis, c'est que ça prend une crise pour changer les choses. La pandémie a fait en sorte que les entreprises ont réalisé qu'on a besoin de technologie. Avant ça, on disait « ça fonctionne notre affaire, puis on va être correct ». Fait que la pandémie a fait en sorte qu'on n'a plus accès à nos chantiers, il faut continuer d'être en contact avec eux. J'ai eu des gestionnaires de projets qui ont été 1 an sans aller même sur le chantier de construction, etc. Fait que comment je fais pour communiquer, transférer les informations, etc. Okay. Alors, la pandémie a fait en sorte que certaines entreprises ont réalisé que ça me prend de la technologie. On ne peut plus continuer de même. La deuxième que je considère une belle crise en soi, puis là, il y a un paquet de gens qui seraient en désaccord avec moi, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On manque de personnes, alors on n'a pas le choix de se réinventer. Les gens, ce qui fait en sorte que lorsqu'on a le statu quo, comme tu mentionnais tout à l'heure, on n'a pas besoin de changer, ça va bien, les choses vont tout baigne dans l'huile, etc. Mais la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas une question d'en faire plus avec moins, c'est d'en faire plus avec autant. OK, je comprends. On ne trouvera pas personne. Si on ne trouvera pas personne pour faire nos projets, à quelque part, il faut optimiser nos processus, il faut être une organisation qui va être à la fine pointe de l'innovation, à la fine pointe opérationnelle. On parle de 57 % d'activité à non-valeur ajoutée. Alors, si je suis capable d'être plus efficace, ça va affecter mes marges, je vais faire plus de profit sur mes projets parce que je fais souvent la blague, on pose la céramique, par exemple, à 5 $ du pied carré. Dans le 5 $ du pied carré, il y a 57 % d'activité à non-valeur ajoutée. OK. Alors, on ne sait pas parce que souvent, on ne se souvient même plus de où est-ce que le 5 $ du pied carré vient, puis on fait de l'argent avec ça. La réalité, c'est qu'il faut continuer d'en poser. Il y a de plus en plus de projets. Il y a plein de projets, des infrastructures qui s'en viennent. Tous les projets immobiliers aussi avec la pénurie de logements, etc. Alors, on veut construire. On n'a pas nécessairement les ressources. Ou on a les ressources, mais on n'en trouvera pas beaucoup plus parce qu'il y a un paquet de monde qui partent à la retraite, etc. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent prendre la relève. Il faut se réinventer. Se réinventer là passe par les méthodes du Lean construction puis au point de vue organisationnel. Oui, je comprends pourquoi votre intervention est super importante. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, si je peux encore imager un peu ce qu'on vient de se dire, c'est que la construction, c'est un processus. Oui. Un processus à plusieurs, on va dire, soixantaine d'étapes. Et le recrutement, par exemple, la main-d'œuvre en est une. Oui. Donc, si une des étapes un peu faiblit, l'entrepreneur doit trouver ou optimiser l'étape, soit avant, soit après, histoire de renforcer un peu cette faiblesse et que ça soit une force en optimisant d'autres étapes. Mais ça, je pense que c'est extrêmement dur à voir et à identifier, à se dire, OK, est-ce que je mets mon temps et mon argent ici ou ici ou ici? Parce que la seule manière d'avoir des réponses et des résultats, c'est en faisant la chose en soi. Donc, je pense que votre intervention
généralement sera plus efficace que quelqu'un qui essaye de le faire par lui-même, parce qu'il y a tellement de trucs à optimiser en soi qu'il y a des chances que vous choisissez peut-être pas le mauvais truc, parce que tout est bon à optimiser, mais quelque chose qui répond moins aux besoins du point faible, généralement. Donc, je pense que c'est extrêmement complexe. C'est vraiment une analyse intense à avoir. En général, les gens sont très occupés et puis on est excellent en construction à éteindre des feux. Puis lorsqu'il n'y a pas de feu à éteindre, on est un peu malaisant par rapport à la situation. Alors, souvent, on a tellement le nez dedans qu'on ne voit plus tous les gaspillages qu'il y a autour de nous. Et c'est puis, sûr. Je prends une des définitions les plus importantes, je pense, c'est quoi de la valeur ajoutée. Et je prends souvent l'exemple, ayant été dans l'industrie de la structure d'acier pendant 10 ans de temps, je prends souvent l'exemple d'un soudeur. Alors, la valeur ajoutée d'un soudeur, c'est de souder. Si dans un corps de travail, on l'observerait, on dirait, bon, bien, sur 8 heures de travail, il a soudé 4 heures. Alors, ça ne veut pas dire que dans 4 heures qu'il n'a pas soudé, qu'il était aux toilettes ou il perdait son temps. Ce qui est intéressant, c'est le 4 heures qui ne soude pas. Alors, très souvent, ceux qui ne comprennent pas le lean, disons ça comme ça, vont dire, on va demander au soudeur, dans 4 heures que tu soudes, pourrais-tu souder plus vite? Qui est un non-sens, parce que là, il peut avoir de la non-qualité, etc. Ouais. On vient pas, c'est pas intéressant d'augmenter l'efficacité de 1 minute sur 4 heures qui soude. Ce qui nous intéresse, c'est le 4 heures qui ne soude pas. Alors, sur le 4 heures qui ne soude pas, ben, peut-être qu'il n'y avait pas la bonne machine, peut-être son équipement avait besoin de maintenance, Mais c'est ça peut-être qu'il n'y avait pas le bon dessin, il n'y avait pas le bon matériel, son matériel était trop loin, il a fallu qu'elle se le chercher. Puis ça, c'est toute cette non-valeur ajoutée. Si je peux partir de 4 heures de soudage à 5 heures de soudage, puis à 6 heures de soudage, etc., ça fait en sorte que là, on a des vraies grilles de productivité. C'est la même chose pour un charpentier menuisier sur un chantier. Si le menuisier n'a pas son matériel, si les batteries ne fonctionnent plus, il faut qu'il court chez Home Depot 3 fois parce qu'il n'y a pas le bon matériel, etc., bien, ce qui m'intéresse encore là, ça va être la production qu'il ne fait pas. Puis c'est pas par... il ne fait pas ça méchamment, c'est juste parce qu'on ne l'a pas supporté pour qu'il soit efficace dans tout ça. Oui, autrement dit, il se prépare à souder, il cherche les appareils, les outils, Exactement. Il va voir, il corrige, il fait. Donc... C'est vrai, par exemple, on travaille avec des bureaux d'ingénieurs, avec des dessinateurs. Si le dessinateur, sur un quart de 8 heures, il dessine encore là 6 heures ou 4 heures, puis on n'a pas assez de dessinateurs, ben on va aller dire, ben, c'est quoi le 4 heures qui ne dessine pas? Ah, il est pris dans des meetings. Ah, il y a le chantier qui n'aurait pas de l'appeler parce qu'il pose des questions, parce que c'est pas sur le plan, c'est pas clair, etc. Alors, si on peut améliorer notre standard de dessin puis notre livrable, ben il va peut-être avoir moins d'appels, puis etc. Alors, c'est tout ce côté-là qu'on vient aider là, dans cette valeur ajoutée-là. Donc, vraiment, c'est à voir avec la personne en soi. Il faut voir la personne comment travaille, tous les jours ce qu'elle fait, les tâches qu'elle effectue. Et après, analyser tout ça, vous pouvez en sortir avec une conclusion et une manière de... Souvent, c'est pour ça qu'on fait la cartographie dès le départ. Puis une des choses qu'on fait qui est hyper efficace, c'est que très souvent, quand on commence un mandat avec un de nos clients, on va faire une formation d'une journée. Et puis, dans cette formation-là, on va parler des 5 étapes, puis on va faire même des simulations Lego, si on veut. On va jouer avec des Lego, on va faire une petite maison en mode traditionnel, puis après ça, on va le faire en mode lean, puis on va voir la différence entre le matin et l'après-midi. Puis très souvent, les propriétaires d'entreprises disent « Ouais, mais tu sais, mes gars, ils sont sur le chantier, ils sont pas habitués d'être dans une salle de cours, puis ils sont un petit peu réticents à être là. » Puis normalement, à la fin de la journée, ils disent « Ouais, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut s'améliorer, puis ça fait longtemps qu'on dit que... » Fait cette journée-là sert à semer la petite graine pour faire en sorte que là, on puisse, à partir de là, dire « Bon, ben, on va faire de la cartographie, c'est quoi que ça veut dire? On va garder nos gaspillages, on va garder notre planification, nos projets, etc. pour faire cette transformation-là organisationnelle pour après ça l'appliquer au point de vue du chantier. Puis faire intervenir aussi les différents partenaires qu'on peut avoir, là, des entrepreneurs spécialisés, des fournisseurs, etc. OK. On retourne un peu sur les 8 points de gaspillage. Donc, on a abordé surproduction. Le 3, c'était le délai. Oui. Le 4? C'est le downtime, là, je suis en train de... Vous vous rappelez avec les deux acronymes. Je regarde dans mon... le 4e, c'est la non-utilisation des compétences. OK. Ça, c'est hyper intéressant. Initialement, dans le lean, dans les principes du lean, il y a simplement 7 gaspillages. Le 8e qui a apparu,
c'est la non-utilisation des talents. Ceux qui sont des purs et durs du lean diraient le 8e n'existe pas parce que l'ensemble des autres gaspillages fait en sorte qu'on a des talents qui sont mal utilisés. Par contre, si on va une couche un peu plus en profondeur, la non-utilisation des talents, c'est aussi d'aller voir les gens qui font le travail puis leur demander conseil. OK. Par exemple, je suis ingénieur, je pourrais prétendre que je sais tout. La réalité, c'est plus qu'on en sait, moins qu'on sait quelque chose. Mais la réalité, c'est que si, par exemple, j'étais dans l'industrie de la structure d'acier puis j'avais un problème de soudure, bien, j'allais voir mon meilleur soudeur. Même si moi, j'étais, par exemple, superviseur en soudage et soudé quelquefois, c'était vraiment laid. Fait que j'étais pas un bon soudeur. Mais si j'avais un problème complexe de soudure, bien, j'allais voir mon meilleur soudeur. Alors, c'est la même chose. On érige une charpente de bois. Ben, puis il y a une complexité à ça, ben, je ne serai pas tout seul dans mon bureau en disant « Ah, voici comment on va faire ça ». On va faire intervenir les gens qui ont cette connaissance-là pour arriver au meilleur résultat. Alors, le 4e gaspillage, c'est non-utilisation des compétences. OK, c'est prendre des décisions alors que potentiellement, tu n'es pas la meilleure personne pour avoir cette vision, cet avis-là. Donc, il vaut mieux aller chercher quelqu'un qui est spécialisé, qui est professionnel, donc, qui s'y connaît déjà pour avoir notre avis externe, pouvoir en discuter et trouver une solution. OK, Tous c'est nice. les entreprises ont des talents à l'interne. Alors, c'est d'utiliser ces talents-là pour pouvoir arriver à des meilleurs résultats. J'allais avoir un exemple, mais ça m'a comme... une des méthodes qui est très lean, c'est ce qu'on appelle faire du Gemba. Fait que du Gemba, c'est aller où est la réalité. C'est ça que ça veut dire, Gemba. Aller où est la réalité. OK. Alors, au lieu de régler un problème de mon bureau, etc., puis il y a un problème au chantier, ben on va se déplacer au chantier pour aller voir la problématique. Puis ça se fait dans des usines, ça se fait, j'ai un problème, comment qu'on fait nos estimés, bien, je n'essaierai pas de régler le problème tout seul dans mon coin, je vais aller voir des estimateurs, puis on va dire, comment qu'on peut avoir les informations en temps réel, et etc., retirer les données. Fait qu'on va aller consulter les gens, où est-ce que les gens travaillent, pour aller à partir de là, bien comprendre c'est quoi vraiment la réalité environnementale, par exemple. OK. Parfait. 4e point, donc la non-utilisation des compétences. Oui. 5e point. Transport. Alors, transport, c'est des transports inutiles, c'est la sous-utilisation, par exemple, on voit ça quand même assez régulièrement. On a un beau camion 30 pieds de large, 30 pieds de long, et puis on ouvre la porte en arrière, puis il y a une petite boîte en arrière, tout petite, que là, on vient livrer au chantier. Alors, on a gaspillé c'est vrai. un gros transport. Puis, très souvent, le camion va revenir parfois plusieurs fois dans la même journée, alors qu'on aurait pu améliorer ces transports-là. Fait que c'est vraiment le transport mais je simplifie la chose, reste que c'est toute la chaîne logistique. Comment je peux avoir le matériel en temps au bon moment. Et puis, on a souvent des embouteillages, des détours, etc. Un des exemples qu'une entreprise m'avait déjà donné, que j'aime beaucoup, c'est il y avait 2 travailleurs qui venaient de Laval, puis il fallait qu'ils venaient à Montréal. Et puis, au lieu de prendre le pont qui est payant, là, qui traverse entre Montréal et Laval, ils ont décidé de faire un détour pour aller chercher la 15. Alors, ça aurait coûté 8 $ de juste traverser le pont, mais à la place de ça, ils ont fait 45 minutes à faire le détour pour éviter de payer 8 $. Alors, tu sais, c'est ça le transport. Ça peut être... Ils ont voulu optimiser, pas du tout. Ouais, c'est ça. Ça a engendré beaucoup plus de problèmes. Oui. OK. Intéressant, transport. Le 6e? Le 6e, on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est tout ce qui est inventaire. Alors, souvent, on va garder trop d'inventaire. Souvent, l'inventaire qu'on va garder, c'est pas la bonne inventaire. Alors, je fais souvent la blague, là, on a des tuyaux, par exemple, on garde dans notre camion de service des tuyaux, par exemple, de 3/4 de pouce, mais ce qu'on a besoin pour le projet, c'est du 1 pouce. Alors, j'ai tout un inventaire de 3/4, mais j'ai pas d'1 pouce, puis là, je dois aller à quincaillerie, aller chercher mon matériel, etc. Puis généralement, les gens qui vont à quincaillerie, je sais pas pourquoi, ils vont tout le temps 2 à la fois. Ils vont jamais tout seuls. Je sais pas pourquoi. Alors, un autre gaspillage. Alors, transport, là, ça se trouve être vraiment... non, on était dans inventaire, ça se trouve être ça. Alors, c'est vraiment le bon balancement, là, comme tu disais tout à l'heure, entre trop et pas assez, puis de s'assurer qu'on en a suffisamment pour faire en sorte que le projet puisse avancer là, selon les échéanciers. OK. Le 7e point? Mouvement. Alors, tu vois, j'ai Downtown dans ma tête qui fait le tour. Mouvement. Alors, mouvement, c'est le transport, c'est relié aux équipements et aux matériaux, alors que mouvement, c'est relié aux personnes. Alors, c'est des déplacements des gens d'un endroit à l'autre.
Dans le chantier, Dans ce visiblement. chantier. OK. Selon moi, c'est de loin le plus gros gaspillage qu'on voit sur tous les chantiers. Puis à partir de maintenant, peut-être les gens qui nous écoutent, puis toi, tu vas regarder les chantiers différemment, mais tu remarqueras comment que les gens se déplacent. Les gens marchent beaucoup plus qu'ils travaillent réellement. Et puis, peut-être qu'il manque du matériel, peut-être qu'il manque les équipements, etc. Mais les gens se déplacent. Je fais souvent la blague, là, on devrait changer nos bottes de construction par des running avec des capes d'acier, ça serait beaucoup plus confortable. Mais il y a beaucoup trop de mouvements. Puis, un des outils Lean, c'est faire des diagrammes spaghetti. Alors, c'est où est-ce qu'on situe les choses, où est-ce qu'on situe, par exemple, nos outils, où est-ce qu'on situe notre matériel. Pour qu'ils se déplacent le moins possible. Pour qu'ils se déplacent le moins. Oui. Fait qu'il y a tout un... Lorsqu'on mobilise sur un chantier, on a une préparation à faire pour penser à, comment que les gens vont se déplacer, etc., versus avoir un beau chantier très, très propre, mais que tout est très loin de ce que le travailleur a besoin pour faire son travail. Wow, c'est pas évident. J'y avais pas pensé avant. Oui. Je pense que c'est une problématique un peu cachée que personne réellement... C'est la première fois que j'entends ça. À partir de maintenant, là, tu vas voir tous les chantiers différents. Je vais les voir spinner. Beaucoup trop de mouvements. Et puis, il y a le 5S aussi. Le 5S, c'est un outil qui vient des méthodes Lean, qui fait en sorte, comment que je peux avoir... Il faut que l'environnement nous parle, ce qui fait en sorte que les environnements de travail sont bien organisés pour avoir les outils qu'on a besoin, les équipements qu'on a besoin. Puis lorsqu'il manque quelque chose, on le voit rapidement. Fait que le 5S nous permet justement de réduire un de ces gaspillages-là, qui est le mouvement. C'est vraiment d'avoir ce que le travailleur a besoin pour faire son travail. Okay. On parlait de tout à l'heure de valeur non ajoutée, etc. Fait que je reviens, ça vient de me popper dans la tête. Mais le but, par exemple, j'ai déjà eu quelqu'un qui nous a dit « Ouais, mais moi, je coule du béton, ça fait 30 ans que je coule du béton, tu ne me montreras pas comment couler du béton. » La réalité, c'est que moi, j'ai honnêtement pas beaucoup coulé de béton. J'ai vu beaucoup de béton se couler, mais j'ai jamais été en charge. Fait que la réalité, c'est que ce qui m'intéresse, c'est quand il ne coule pas du béton. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il est probablement très, très efficace à couler le béton. Mais toute la préparation, etc., c'est là où on peut amener cette valeur ajoutée. Puis, dans des 8 gaspillages, dont le mouvement, peut-être qu'on a trop de déplacements qui font en sorte qu'on n'est pas nécessairement efficace. Là. OK. Donc, c'est plus dans la phase préparation que la phase action que ça vous intéresse le plus de vous ajouter parce que c'est moins technique. Là, ça dépend vraiment de l'entrepreneur. C'est lui qui fait la job, c'est lui qui fait l'action. Mais pour se préparer à faire ça, c'est autre chose. C'est un peu comme mon 4 heures de soudure versus 4 heures de non-soudure versus le même principe. Oui. Vous l'avez bien expliqué parce que moi, en fait, je pense que c'est lié à plusieurs problèmes. Mais ce qui me vient en tête, c'est peut-être des outils qui sont loin, des outils qui sont perdus. Ils ne trouvent pas ça, ils ne trouvent pas le crayon, ils ne trouvent pas le papier. Souvent, on n'a même pas les inventaires des équipements. On les envoie au chantier sans trop savoir. Une fois qu'il est sur le chantier, es-tu allé sur un autre chantier? Où est-ce qu'il est rendu? Est-ce qu'on a fait de la maintenance dessus? Fait que tu as un côté... Il n'y a rien de plus frustrant pour un travailleur que de prendre un outil puis qu'il ne fonctionne pas. Mais lorsqu'il l'a pris, il n'y a personne qui a dit. Fait qu'il n'y avait aucune indication que cet outil-là n'allait pas fonctionner. Alors, quand on fait du 5S, on va s'assurer que les outils sont opérationnels, etc. Là, puis, fait que c'est un de ces nombreux gaspillages. Wow. Est-ce qu'il y a un 8e point? Oui, le 8e, c'est ce qu'on appelle excess processing, fait que, la surproduction, d'avoir trop d'étapes inutiles dans les processus. Alors, comment qu'on fait pour simplifier les choses? Fait que, ça prend... 10 signatures pour avoir un bon de commande émis à un sous-traitant. On peut-tu en avoir une, puis peut-être 2. Ça prend tant de signatures pour pouvoir... Fait que souvent, beaucoup trop d'étapes inutiles pour pouvoir arriver à ce qu'on a besoin de faire. Fait que c'est encore là, c'est comment qu'on peut simplifier dans la cartographie pour enlever un paquet de ces étapes-là. Puis beaucoup de ces étapes-là ont été créées au fur et à mesure que l'entreprise souvent a eu une croissance. Fait que là, ils se sont dit, on va mettre telle chose en place parce qu'on ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui arrive. On va rajouter telle chose, puis ça fait que là, on se ramasse avec de la bureaucratie, on se ramasse avec beaucoup trop d'étapes. Fait que comment qu'on peut simplifier ces étapes-là pour enlever ce 8e gaspillage-là? J'imagine que c'est extrêmement dur, mais est-ce que, en fait, comment quelqu'un peut savoir qu'il passe beaucoup plus de temps, en fait, qu'il passe beaucoup de temps sur une tâche qui, en réalité, en vaut et coûte moins normalement? Je ne sais pas comment identifier ça. Le seul moyen qu'a l'entrepreneur d'être au courant, c'est qu'il se dit « Ok, mais en 2018, ça me prenait ça de temps. Pourquoi maintenant, ça me prend 4 fois plus de temps ?» C'est bizarre. Mais c'est une
c'est une prise de conscience que la personne doit avoir. C'est intéressant parce qu'il y a un graphique que je montre souvent dans les présentations. Le graphique démontre que l'industrie manufacturière a doublé sa productivité par rapport à l'industrie de la construction dans les dernières années. Il y a même un graphique qui démontre que l'industrie de la construction était plus efficace après la Deuxième Guerre mondiale qu'actuellement. Alors, comment on fait pour identifier ça? Bien, souvent la cartographie, je reviens souvent à ça, mais il y a plusieurs autres outils là, qui sont du domaine du Lean pour pouvoir ressortir la réalité. Puis nous, ce qu'on dit souvent, c'est que ça nous prend la réalité. On veut voir vraiment comment vous travaillez, pas comment on devrait, etc. Là. C'est comment la réalité se passe actuellement. Parce qu'avec la réalité-là, on peut avoir un plan pour faire la transformation. L'autre chose, c'est qu'on peut faire des observations. Alors, on peut aller directement sur un chantier et puis dire, bon, ben on va regarder, on va observer ce qui se pendant passe. une période de temps, combien que ça se passe, etc. Puis là, à partir de là, on va pouvoir vraiment mesurer combien de temps chacune des étapes prennent, etc. Puis dire, ben tu sais, pendant qu'il faisait ça, il est parti, on ne sait pas où. Pendant 1 heure de temps, il est revenu, là, il a déplacé un morceau de bois, il est reparti. Après ça, il est revenu au bout d'une demi-heure, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, ce qui est drôle, c'est que les entreprises disent « Oui, mais on est trop occupés, Louis, on ne peut pas changer, puis etc. » Mais là, tu leur dis « Ben, tu sais, sur 2 heures d'observation, il y a eu 25% d'activité à nos valeurs ajoutées. Fait qu'on peut attendre au prochain projet ou on peut faire ces modifications-là tout de suite. Puis là, à ce moment-là, tu vas avoir du temps. » Fait qu'il y a tout le temps cette bataille à l'interne de l'entrepreneur pour dire « Ben oui, mais je veux pas, puis... comment je fais? » Fait que c'est pour ça que la dernière étape de notre méthode, l'amélioration continue, est hyper importante. On ne peut pas simplement fermer une entreprise pendant 3 mois de temps, puis au bout de 3 mois, avoir des beaux processus, puis tout va fonctionner. Il n'y a personne qui a ce luxe-là. Alors, c'est quoi qui va avoir les plus grands gains le plus rapidement possible? Et puis, à partir de là, ben, ça va être quoi le 2e, le 3e, etc. Fait qu'il y a une sélection de projets d'amélioration qui doit se faire à l'intérieur de l'entreprise. En soi, ça se rapproche un peu de... C'est avoir un mindset, en fait. Ça, ce que vous expliquez, c'est vraiment intégrer. Oui. Ça doit faire partie des valeurs de l'entreprise, de la manière dont l'entrepreneur travaille. C'est à prendre en considération tous les jours, chaque heure et chaque minute. Il faut toujours y penser, il faut toujours laisser la place à ça, sinon ça fait partie aussi de la formation continue, mais c'est comme ça que ça va donner des résultats positifs. C'est à long terme, je pense, parce que si vous dites à un entrepreneur à partir de demain, vous allez faire ça et vous allez travailler 6 heures à la place, c'est un peu un chamboulement. Oui. Donc je pense que ça se fait crescendo au fur et à mesure. Un des exercices qu'on fait dans la formation est tout simple, on se croise les bras. Et puis, on demande à l'entrepreneur ou aux gens qui sont dans la salle, maintenant, décroisez-vous les bras, puis faites-le dans l'autre sens. Puis, il y a toute une petite fraction de seconde dans la tête des gens qui est comme, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis là, je leur dis, ben, ce qu'on va vous demander de faire en ligne est beaucoup plus difficile que ça. Puis, la partie la plus fascinante que je trouve de mon travail, c'est de changer les habitudes des gens. Oui. C'est carrément ça, là, on change les habitudes des gens. Fait qu'il y a des gens que ça va aller très, très rapidement. Je fais une blague, un jour, je vais écrire un livre que je vais appeler la théorie du hamster. On a tous un petit hamster. Il y en a qui tournent très, très vite, il y en a qui c'est plus lent à démarrer, mais une fois qu'il est démarré, normalement, ça part. Fait que ça, c'est le premier paragraphe, le premier chapitre. Je ne sais pas ça va être quoi les autres chapitres, mais le but vraiment, c'est de changer ces habitudes-là. Puis parfois, ça prend 1 an. Des fois, ça prend 1 mois. C'est pas facile. Ça dépend des gens. Mais on a des gens qui nous disent je dors mieux depuis qu'on utilise cette méthodologie-là parce que tout était dans ma tête. Puis à partir de maintenant, tout est beaucoup plus visuel, transparent avec tout le monde. Fait que c'est vraiment la partie la plus fascinante, là, changer les habitudes des gens. Mais dans le fond, quand vous travaillez avec une entreprise, un entrepreneur, c'est un accompagnement de combien de temps que vous faites? Nous, souvent, c'est du long terme dans le sens que on veut amener de la valeur, on prêche parce qu'on fait. Fait que nous, on veut vraiment amener de la valeur dans l'entreprise. Des phrases vides, on n'aime pas ça. Des généralités, on n'aime pas ça. Fait qu'on veut vraiment l'accompagner. On se dit, si on était chez vous, voici ce qu'on ferait. OK. Fait qu'on se met vraiment dans la peau de l'entreprise. Puis ma mentalité que j'ai tout le temps eue depuis toujours, c'est on travaille tout le temps pour le prochain projet. Fait que ultimement, ben, on a des projets. Puis là, des fois, il y a une période de temps avant que l'entreprise nous rappelle. Mais éventuellement, elle nous rappelle, on veut s'améliorer sur telle chose, puis etc. Fait que lorsqu'on fait des audits numériques, on n'a pas parlé de ça, mais on fait beaucoup d'audits numériques. Souvent, un audit va prendre entre quelques semaines à 6 mois jusqu'à 1 an. OK. Très souvent, à partir de là, il va y avoir même une 2e année pour pouvoir faire l'implantation technologique. Alors, il faut voir ça là, sur c'est des projets à long terme, mais on est très souvent, les entreprises, on travaille pour le prochain projet, fait qu'on travaille pour long terme. On
on veut amener cette valeur-là dans l'entreprise. Là, c'est vraiment dans nos, j'imagine dans pas nos valeurs d'entreprise, comme qu'on dit. Je pense aussi que vous leur apprenez comment quantifier la performance, en fait, l'optimisation, comment savoir si, OK, on est dans le vert ou on est dans l'orange, on est dans le rouge. C'est super important parce que les gens n'ont pas l'habitude de se mesurer. Alors, très souvent, on vient pour parce que c'est pas une question d'être biaisé sur l'information, on veut avoir la réalité. Puis souvent, pour avoir la réalité, il faut se mesurer. Fait qu'en faisant des observations, etc., là, on vient mesurer, on vient quantifier. Puis à partir de là, comment que je fais pour m'améliorer? On avait travaillé avec un développeur immobilier il y a environ 1 an. Et puis, il voulait améliorer. Leurs travailleurs passaient trop de temps à réparer des déficiences. Quand on fait des réparations de déficiences, ces travailleurs-là ne sont pas sur des vrais projets. Ils sont en train de réparer alors que c'est vraiment une activité à non-valeur ajoutée, c'est les défauts. C'est un des 8e gaspillages, c'est le défaut. Ouais. Fait qu'on s'est dit, on va mesurer combien que dans chaque logement, l'entreprise passe de temps à réparer. Et puis à partir de là, on va fixer des objectifs d'amélioration. Alors, je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais mettons qu'ils passaient 8 heures par logement à faire des réparations. Mais l'objectif n'était pas de tomber à 0 heure par logement parce qu'il va toujours avoir des déficiences. Mais si je peux passer de 8 heures par logement à 4 heures par logement, je viens déjà d'obtenir un gain, puis ces travailleurs-là vont vraiment aller travailler sur des vrais projets versus réparer. Okay. Alors, souvent, tu as parfaitement raison, il faut quantifier, puis à partir de cette quantification-là, comment on peut obtenir des objectifs qui vont être meilleurs dans le temps. Je pense, je ne sais pas, ça vient en tête par rapport à ce que vous venez de dire comme exemple. Donc, un projet d'immeuble à condo ou autre, où il y a des appartements qui sont relativement similaires. Donc, je pense que dans les projets comme ça, c'est vraiment à chaque étage, c'est les mêmes appartements qu'on trouve. Donc, dans le fond, les problèmes qu'on peut rencontrer dans un appartement, ils peuvent se répliquer dans tous les autres moments. Donc, à partir du moment où on règle les problèmes pour le premier appartement, ça se peut que ça roule pour les autres et qu'on ne rencontre pas le même problème. Puis, donc, il faut vraiment commencer toute cette phase de tout ce processus-là au tout début du projet. Okay. Puis une des choses qu'on fait chez nous, là, on parlait de Last Planner System tout à l'heure, qui est une méthode collaborative de planification pour passer de 54% des activités complétées hebdomadairement à du 85, 90, 95%. Il y a ce qu'on appelle du takt time. Alors le takt time, c'est le rythme qu'on va donner à chacune des étapes d'un projet. Puis des condos, par exemple, 100 portes de condos sur un immeuble, on est capable de donner le rythme qui fait en sorte que, ça veut dire qu'à tous les 2 jours, il faut avoir fini 5 cuisines. Il faut que tout ce qui est l'ameublement de la cuisine, etc., à tous les 5 jours. Fait qu'on donne un rythme. Puis ultimement, on va vouloir enlever tous les gaspillages entre chacun de ces... C'est vraiment un effet domino. Puis comment on peut optimiser le flow de tous ces projets-là avec ce qu'on appelle du takt time. Excellent. Parfait. Est-ce que, dans le fond, vous pouvez nous donner quelques petits tips, quelques petits conseils aux entrepreneurs pour s'auto-évaluer un peu, identifier ce qu'ils peuvent... Comment un entrepreneur lambda peut avoir ce type de réflexion? Sur quoi il doit se concentrer? Quelles sont les informations à aller chercher? Quelles sont les informations à créer, à avoir? Il faut qu'il nous appelle. Non, c'est pas... Ça, c'est la manière la plus simple. Si tu n'as pas envie de passer tout ce temps de réflexion à trouver t'appelles directement. Il y a quand même pas mal de littérature là-dessus. Vraiment, c'est de regarder les 8 gaspillages. C'est vraiment le fondement. Voir aussi au point de vue opérationnel comment que les choses se passent dans l'entreprise, puis où est-ce qu'on considère que très souvent, on a ce gut feeling-là, on a ce sentiment à l'intérieur de nous qu'il y a des choses qu'on fait bien, puis il y a des choses qu'on fait moins bien. Comment on peut pour mieux s'améliorer dans ces choses-là qu'on a le sentiment que ça va moins bien. Fait que c'est de regarder les 8 gaspillages, voir comment que l'information circule entre chacune de ces étapes-là. Première chose qu'il faut en faire, c'est en prendre conscience. Une des choses que je dirais de faire aussi, c'est d'avoir de la retenue. Fait que, je disais tout à l'heure, les entrepreneurs en construction, on est très, très bons à éteindre des feux. Alors, très souvent, on va vouloir appliquer un remède rapidement pour pouvoir régler le problème. Alors que dans le Lean, on va vouloir essayer d'enlever la problématique à la source. Fait que c'est vraiment là, la différence entre je prends mon petit remède à tous les jours, puis j'ai une bonne pression artérielle parce que je prends mon médicament, ou je change mon alimentation, puis je fais du sport, puis peut-être j'aurais pas besoin. Puis on est très, très bon à trouver des solutions en construction, mais on est moins bon, je dirais, à trouver c'est quoi l'origine, c'est quoi la source, et aller à la source puis réparer la source, le fondement de la problématique. Fait que souvent, c'est d'avoir cette retenue-là.
en ce moment, il y a vraiment un virage technologique qu'on sent dans l'industrie de la construction. Puis on me disait l'autre jour, il y a 17 000 solutions disponibles dans l'industrie de la construction, mais laquelle aller chercher en fonction de nos vrais besoins? Nous, on n'est pas des revendeurs de technologie, ce qui fait en sorte qu'on va aller chercher on va aller à la chasse à la bonne technologie en fonction du vrai besoin. Très souvent, les entreprises vont vouloir trouver tout de suite j'ai vu ce logiciel-là, je l'achète, go. Mais il faut réaliser qu'il y a trois choses qui sont importantes pour une organisation, c'est qu'au point de vue de l'organisation, de la culture de l'entreprise, on met les ressources en place. Ensuite, d'avoir les processus, puis avoir ces technologies-là qui vont répondre à la culture et aux ressources, aux processus. Sinon, c'est immanquablement là, garbage in, garbage out. Si on ne fait pas le ménage à l'interne, peu importe la technologie, il y a des bons livres comme Good to Great qui fait la mention de ça. Il faut avoir cherché cette technologie-là en fonction de nos besoins et non penser que je vais aller chercher des technologies puis ça va nous changer toutes nos méthodes de travail. Encore là, il faut changer nos habitudes, etc. Fait que souvent, il y a plusieurs programmes là, qui sont disponibles là, que les entreprises peuvent faire en faisant un audit numérique. Il y a IQC 4.0, il y a le programme SR d'Investissement Québec qui, en ce moment, est sur pause, mais avec le dernier budget provincial, il va revenir. Il va probablement revenir dans les prochaines semaines, prochains mois en ligne. Il y avait le PICAN avant, le Programme canadien d'adoption du numérique aussi, qui était un bon programme. Je ne sais pas avec les annonces de cette semaine si le PICAN va revenir ou pas, je ne sais pas, mais c'est quand même des bons programmes. Fait que je pense que il y a des ressources pour les entreprises pour faire ce virage-là. Et puis, en fonction de ces audits technologiques-là, bien souvent, il faut aller aussi du côté processus. Fait qu'il faut bien comprendre comment l'entreprise opère pour pouvoir faire en sorte qu'on va avoir du succès dans ce virage-là. Parce que le logiciel numéro 1 des entreprises, c'est Excel. Mais Excel, c'est le fun. Mais lorsqu'on parle d'avoir des données en temps réel, puis d'avoir de l'information, puis d'optimiser, puis de simplifier, c'est malheureusement pas nécessairement l'outil le plus efficace, comme tu dis. Mais vous offrez aussi des audits sur votre site? Oui, on fait vraiment 3 types d'audits. On était accrédité pour faire les trois audits. On a même créé notre propre audit à l'interne pour faire en sorte qu'on a pris un peu les meilleurs ingrédients de tous. C'est sûr que notre audit interne n'est pas subventionné par rapport au programme gouvernemental, mais dépendamment des besoins des entreprises, on est capable aussi des accompagner dans la planification et la sélection des outils technologiques. Puis lorsqu'on parlait de projets à long terme, souvent les entreprises à l'interne n'auront pas les ressources pour l'implantation, surtout si on implante plusieurs logiciels en même temps. Fait que là, on va pouvoir les assister aussi pour pouvoir faire en sorte que rien tombe entre deux chaises, puis s'assurer que les vendeurs, ceux qui vendent les solutions, vont répondre vraiment aux critères de l'audit, puis qu'il y ait vraiment une intégration. On parle d'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est vraiment intégrer les plateformes numériques, faire en sorte qu'on ait cette information-là et qu'on élimine des gaspillages comme la double entrée de données, etc. Fait qu'on vient accompagner aussi les clients du côté de leur virage technologique. Excellent. C'est où qu'on peut trouver tout ça? C'est quoi le site? C'est buildthink. C'est buildthink.ca, buildthink.ca. Et puis à info@buildthink.ca aussi au point de vue réseaux sociaux, peut-être sur beaucoup de LinkedIn, un peu moins de Facebook, un peu moins des autres, mais on est beaucoup sur LinkedIn. On peut vraiment nous trouver là. Une chose aussi qui peut être intéressante aussi pour les entreprises, c'est complètement gratuit. On a créé une communauté de pratique innovation, construction l'année dernière. Fait que ça fait environ presque un an maintenant qu'elle existe. Encore là, ça c'est cpiconstruction.org. cpiconstruction.org. Alors, on a créé cette communauté de pratique-là pour faire en sorte que les gens viennent se parler de leurs vraies difficultés, leurs vrais problèmes et d'ensemble trouver des bonnes façons de pouvoir opérer. Alors, on a 3 créneaux, si on veut, 3 piliers dans la communauté. Il y a le mode la collaboration. On veut que les gens collaborent entre eux. Excellent. Ensuite, on a le pilier technologique. Alors, encore là, quelles sont les nouvelles technologies, quelles sont les nouvelles tendances. Partager partager aussi les succès, les challenges que les entreprises peuvent avoir. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle le lean design et le lean construction. Alors, comment améliorer l'efficacité, la productivité des entreprises. C'est nice. 100% gratuit. Ça se passe ici à Montréal? Ça se passe à Montréal. D'ailleurs, je remercie le grid de l'ETS. On va à l'ETS environ toutes les 6 semaines. Qu'on se rencontre. Les événements sont tous listés sur le cpiconstruction.org. Et puis, le prochain est le 1er mai dans quelques semaines. Et ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on amène vraiment tous les acteurs.
Alors, on a des fournisseurs qui viennent, on a des développeurs immobiliers, des donneurs d'ouvrages, des entrepreneurs généraux spécialisés. Nous, on n'est pas une représentation d'aucune association. Alors, les gens viennent, il y a vraiment des belles discussions là, sans silo, si on veut, pour pouvoir justement transformer cette industrie-là. Là. C'est nice. Je pense qu'il y a certains entrepreneurs qui seront intéressés à ça. Ça rajoute puis on une voit le valeur succès de plus en plus. Puis on est en train immense. de se poser la question, est-ce qu'il va falloir bientôt changer de salle? La dernière fois, on était au-dessus de quarantaine de personnes qui sont venues. On a commencé au début, on était une vingtaine, fait que de plus en plus. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens viennent. La prochaine fois, ils ne peuvent pas venir, mais c'est d'autres gens qui viennent. Fait que Donc c'est vraiment un roulement très le fun, oui. C'est nice. C'est nice. Ben, merci. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir. C'était intéressant. Je vous remercie d'avoir partagé votre expérience, votre connaissance, votre point de vue par rapport à ça. C'est extrêmement... Ouais. Moi, je trouve que même si je comprends, ce que vous faites, ça reste extrêmement complexe et il faut vraiment diguer à l'intérieur de certaines situations et de certaines entreprises pour vraiment pouvoir identifier. Parce que le truc dur que je trouve, c'est vraiment déjà comprendre la personne, comprendre ce qu'il vit. Comprendre sa réalité, comme vous le dites, après identifier le feu, trouver la meilleure manière de l'éteindre et faire en sorte que le feu ne se reproduise plus. Donc c'est vraiment c'est intense Sur comme il y a processus. une autre graphique que je montre souvent dans mes présentations. Il y a je ne me rappelle pas nécessairement exactement les pourcentages, mais environ 65% des entreprises qui se disent très efficaces. Et lorsqu'on on commence leur transformation au travers le lean et technologique, souvent le 65% de très efficace passe à 65% très inefficace. Fait que tu sais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas tant qu'on l'a pas découvert. Fait que, mais le but, encore là, c'est d'avoir cet accompagnement, faire ça en amélioration continue. C'est pas une question de faire ça en sauvage. Il faut vraiment prendre le temps, avoir une feuille de route, avoir un plan, puis dire, bon, ben cette année, voici nos objectifs, l'année prochaine, etc. Et graduellement faire cette transformation-là, autant au point de vue opérationnel que technologique. Je comprends. Good, parfait. Sachez que là, on est à la fin du podcast, mais j'ai vraiment envie de vous poser peut-être une 60aine de questions. Donc, j'en reviendrai. Exactement, pourquoi pas dans le futur refaire un autre épisode, aborder d'autres points, d'autres thèmes ou partager un épisode avec d'autres entrepreneurs. Ça serait sympa de pouvoir échanger. Absolument. C'est plus, je vois ça comme lui qui vous parle de ce qu'il vit et vous qui analysez ce qu'il peut faire, ce qu'il peut changer, ce qu'il peut optimiser. Session de thérapie. Exactement, ça serait incroyable. Donc, dans le fond, encore une fois, je vous remercie d'avoir participé. Ça me fait plaisir. C'était Manef avec vous et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Bye bye.